when we will look back, ça sera un shift. Parce qu'elle m'a en fait sauvée j'allais me faire opérer par un médecin qui n'était pas réellement en état. Oui, c'est ça. C'était l'une des plus belles périodes de ma vie. C'est une renaissance, en fait. Et BG, new épisode, voilà, rencontre avec une danseuse exceptionnelle. Salut Rama, comment vas-tu? Salut Ariel, ça va très bien, merci. Ouais, super, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est un grand honneur et voilà, une grande joie. Voilà. Donc déjà, première question, first question. Alors, Rama, c'est vraiment ton nom ou c'est ton nom d'artiste? C'est mon prénom, Rama. Ah, d'accord, ok, c'est voilà. C'est syrien, ma mère est d'origine syrienne. Ah, d'accord, ok, ça. Parce qu'effectivement, quand j'avais vu le nom, je me suis dit, non, mais c'est pas connu, c'est pas connu. Voilà, oui. C'est pas tellement tunisien. C'est Rama, oui, on confond souvent avec Rahma, mais d'accord. C'est Rama. Ok, Rama. Et c'est pas mon nom de scène, c'est mon vrai prénom. Ok, super. Alors, dis-moi un peu plus sur toi. Alors, je suis une danseuse, donc reconvertie à la danse plutôt. Oui. J'étais commerciale, j'ai fait des études donc de communication. J'étais commerciale, j'avais un parcours relativement classique et puis avec le confinement, je me suis reconvertie à la danse full time. D'accord. Shall we speak English or French? En French. French. Ok. Et actuellement, je vis de ma passion à 100%. D'accord, voilà. Super. Et du coup, en fait, quelles sont tes spécialités au niveau de la danse? Alors, ma spécialité au niveau de la danse, parce que ce que je fais, ça c'est très important, j'allais te l'envoyer hier, c'est pas technique. Oui. Donc, c'est vraiment, en réalité, la danse représente 20% de ce que je fais. C'est juste la base que j'utilise pour créer un environnement, pour permettre aux femmes de développer leur confiance en soi. D'accord, super. Donc, je peux pas réellement parler de spécialité technique en termes de danse, dire hip-hop ou moderne ou tout ça, parce que c'est plutôt un mélange que je fais qui est axé développement de la confiance en soi des femmes. D'accord, super. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers cette direction-là? Alors, c'est l'histoire du début que je vais te raconter, parce que quand j'ai décidé de me reconvertir à la danse, c'était juste après donc mon opération. J'avais fait une opération sur le foie et à ce moment-là, j'étais limitée au niveau de mes mouvements. Physiquement, j'étais très limitée au niveau de ce que je pouvais faire. Et ça aurait pu être le très mauvais moment pour choisir de se reconvertir à la danse, vu que mon corps ne pouvait pas me Oui, justement, j'ai suivi, en fait, sur certaines tu vois, quand je fais certaines recherches, j'ai suivi, en fait, tu vois, l'histoire de l'opération, que j'aimerais, en fait, réentendre ici. Et c'est une des choses qui m'a intéressé sur ton profil, en fait. Voilà. Parce que c'est ça, en fait. C'était un obstacle. C'est quelque chose qui aurait pu être un obstacle et que j'ai transformé en opportunité. Parce que, justement, donc, cette opération, pourquoi elle m'a affectée physiquement? Pas seulement parce que c'est une opération sur le foie, mais parce que mes abdos ont été touchés. Voilà, donc, et les abdos, c'est le centre de tout ce qu'on fait. C'est notre force. Tout est là-bas. Donc, au moment où j'ai décidé de me reconvertir à la danse, au début, je commençais toute seule à la maison. Et je sais pas si tu te rappelles, pendant la période du confinement, il y avait les tendances TikTok et les petites chorés que je faisais avec mon frère, qui danse également. Dans la famille, tout le monde danse, surtout ma mère et mon frère. Super. Et donc, à ce moment-là, pour reprendre la danse, je devais trouver des chorégraphies qui étaient faciles ou accessibles pour pouvoir les faire. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai eu l'idée de faire des cours de danse ou des workshops de danse, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui voulaient danser, mais qui voulaient danser des choses accessibles, qui voulaient faire des chorégraphies faciles. Et c'est là que j'ai eu l'idée, justement, de commencer ce projet qui était de rendre la danse accessible à toutes les femmes, pas seulement à moi, mais à toutes les femmes qui, pour une raison ou pour une autre, adorent danser, mais physiquement ne peuvent pas faire le grand écart ou faire des pirouettes ou faire quelque chose qui soit trop technique. Et c'est c'était le tout début. C'est comme ça que j'ai commencé. Super, d'accord. Et alors, c'était quoi, en fait, l'histoire de ton opération? Déjà, comment est-ce que, si naturellement, en fait, tu es à l'aise d'en parler? Bien sûr. Voilà, c'était quoi? Comment est-ce que tu l'as reçu? Comment est-ce que tu as vécu ça? Et ton rétablissement? Alors, j'ai découvert, déjà, c'est toujours une découverte fortuite. Donc, j'avais un kyste au foie qui faisait presque la taille de mon foie. Donc, il fallait absolument enlever. Et donc, pourquoi on dit découverte fortuite? Parce que c'est toujours un hasard si on le découvre à l'avance, et c'est une chance aussi.
Et en fait, quels étaient les signes en fait qui Il t'ont n'y a pas de permis... signe, justement. C'est une D'accord. découverte fortuite. C'est-à-dire que je faisais une échographie qui n'avait rien à voir avec ça. D'accord. Et le médecin m'a dit, il y a quelque chose de bizarre dans le foie, mieux vaut aller checker. D'accord. Donc, je suis allée checker et on m'a confirmé que c'était un kyste. Il ne savait pas encore si c'était bénin, si c'était hydatique, mais dans tous les cas, il fallait l'enlever vu sa taille. D'accord. Et puis après, j'ai eu l'information. Mhm. Et je l'ai enfermé dans un petit tiroir et j'ai fait semblant de pas être au courant et j'ai continué ma vie. Ah, d'accord, ouais, En l'ignorant. le déni, d'accord. Exactement, le Pas de déni. Et ensuite, je me rappelle, j'ai des petits problèmes de respiration, donc Mhm. j'étais allée voir un médecin, il a tout checké, il m'a dit, il n'y a rien du tout. Il y a peut-être du stress. Est-ce que tu stresses? Je lui ai dit non, absolument pas, je stresse pas. Encore une fois, le déni. Et donc, il m'a dit, il a gratté un petit peu. Je lui ai dit que j'avais un kyste au foie. Il m'a dit, je pense que le fait de savoir qu'il est là et de l'ignorer, ça te stresse. D'accord. Que tu le saches ou pas. Donc, j'ai décidé de faire l'opération. Il y a eu plusieurs péripéties entre-temps. Je suis tombée sur pas le bon chirurgien. Et Oula. après, j'ai changé de chirurgien. D'accord. Et donc, j'avais pris un congé de 1 mois. Parce D'accord. qu'on m'a- Ah, non, quand tu dis que tu es pas tombé sur le bon chirurgien, c'est quoi? C'est sa façon de communiquer? C'est plusieurs choses. En fait, après, maintenant, Allah yarhamou, parce que j'ai appris qu'il était mort. C'était un excellent chirurgien, c'était le meilleur. D'accord. Mais à l'époque où j'allais faire l'opération avec lui, il était en fin de carrière. Il était malade lui-même. Et D'accord. apparemment, il était pas très stable mentalement. Donc, il D'accord. allait m'opérer à un moment où il n'était pas très... Et donc, j'ai eu énormément de chance que les infirmières... Parce que j'étais allée, ça y est, ils m'ont mis la chemise bleue et j'allais passer en salle D'accord. d'opération. Et l'infirmière est revenue et elle m'a dit, tu rentres chez toi finalement. Reviens demain. Donc, avec ma valise et ma mère et mes copines Oui. qui sont venues de partout et mon frère qui a pris un congé. Le lendemain, je repars avec ma valise encore une fois et l'infirmière, elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, tu vas pas te faire opérer. J'ai appris plus tard que c'était sa façon de me sauver la vie un petit peu. Waouh. Parce qu'elle m'a en fait sauvée j'allais me faire opérer par un médecin qui n'était pas réellement en état. Oui, c'est ça. So- Waouh. Mais c'est fou qu'on l'ait laissé, en fait. Exactement. exercer. Parce qu'en fait, sa réputation, parce que j'avais appelé ma médecin de base, et quand on dit son nom, sa réputation est tellement énorme C'est qu'on ça. te dit, tu es entre de bonnes mains. Et donc, ma mère a réussi à me convaincre d'aller juste une toute petite dernière consultation avec un chirurgien qui m'a dit, on fait l'opération demain. Je lui ai dit, j'ai déjà pris un congé, le temps il commence à compter, il faut que je la fasse. Et c'était donc à la clinique de la Marsa. Donc, il m'a fait l'opération. D'accord. Quand tu dis climat, ça c'est quoi? Clinique Amen? Clinique El Amen, exactement. D'accord. Donc, je devais passer 4 jours en clinique, 3 semaines à domicile, où je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas monter les escaliers. Et bizarrement, quand on parle de cette période de convalescence, tout le monde me dit l'autre farli, que ça a dû être tellement difficile. Et en fait, jusqu'à maintenant, je pense que c'était l'une des plus belles périodes Oui, de c'est ma une vie. renaissance, en fait. C'était une renaissance à tous les niveaux. Bon, après, je m'en suis rendu compte. Mais même sur place, c'était un repos. C'était un repos physique et psychologique parce que mon travail était quand même très intense. Et puis, juste après, je suis sortie en février 2020 du bloc opératoire. Il y a eu le Covid et le confinement. Je ne sais pas si tu te rappelles, Oui, c'était en bien mars sûr, 2020. bien sûr. Donc, psychologiquement et physiquement, c'était une période de repos total pour moi. Et je pense que c'est là où j'ai trouvé l'inspiration et la volonté de complètement changer de parcours et de vie. Je ne savais pas encore exactement comment. Mais donc, je me suis juste concentrée sur ma convalescence. Et pendant que j'étais encore en train de guérir, j'ai repris la danse petit à petit. D'accord. Je ne savais pas encore que je voulais me reconvertir à la danse. Je savais juste que je voulais la reprendre. Alors, juste sur ce côté-là, parce que ça, quand je faisais des recherches sur toi, c'est un point qui m'a beaucoup, en fait, intéressé. Ça m'a fait sourire et ça a aussi fait écho à certaines choses chez moi. C'est, tu as ce moment-là où ton médecin, en fait, te dit, écoute, tu vas plus pouvoir danser. Et toi, en fait, sur une de tes vidéos, tu disais, heureusement, bon, après, c'est pas forcément recommandé à tout le monde, c'est vraiment au cas par cas. Voilà. Il faut écouter son médecin. Voilà, c'est ça. Mais tu dis, en fait, que heureusement que tu n'as pas suivi ça. Et ça, c'est dans le sens où tu n'as pas laissé, en fait, tu ne l'as pas laissé t'imposer des limites. C'est ça, en fait, tu un peu, voilà. Alors, juste par rapport à ce détail, parce que c'était pas seulement après l'opération. Après l'opération, bien sûr, je devais rester tranquille. Absolument. De toute façon, même quand je rigolais, ça me faisait rire parce que ça affecte les abdos. Donc, j'étais limitée. Mais le médecin qui m'a demandé de ne pas danser, c'était un petit peu plus tard. D'accord. Quand j'ai commencé à danser et j'étais sûre que je voulais faire ça. Et là, j'ai eu un problème de genou.
D'accord. un autre problème. En fait, j'ai un problème au niveau de la rotule. Mhm. Et c'est là que le médecin m'a dit d'oublier la danse. Wow. Et en fait, pourquoi? Bon, je dis toujours, il faut écouter son médecin. Naturellement. Je ne vais pas donner un conseil inverse, mais les médecins, certains, pas tous, ont trop la facilité d'imposer l'immobilité ou de recommander C'est ça. l'immobilité. Ils vont très facilement vers la solution la plus simple. Arrête de faire ça. Oui, c'est un peu comme la maman qui cherche à protéger. Exactement, en fait. exactement. Donc, à un moment, je pense qu'il faut trouver, soit il faut voir les médecins des sportifs, parce qu'ils ont très souvent Fais des conseils c'est qui ça. sont adaptés à quelqu'un qui n'est pas prêt à arrêter de pratiquer une activité C'est physique. ça. Et puis, en plus, je pense que des fois, ça peut être limite mauvais de recommander à quelqu'un de juste s'immobiliser, parce que ce médecin-là m'a dit, si tu veux faire du sport, fais de la marche. Mais c'est le conseil le plus facile, en fait. Pas Voilà. dire quelqu'un à ça à quelqu'un. C'est même pas un rapport avec la jeunesse. À tous les âges, on devrait jamais recommander à quelqu'un d'arrêter de bouger. C'est la solution à... Il faut plutôt orienter vers, je sais pas, recommander Pilates ou quelque chose de plus accessible, mais... Donc, je l'ai pas écouté. C'est ça. Non, en fait, tu vois, là où je suis tout à fait en adéquation avec ce que tu dis, c'est que ce que je remarque, et c'est bien en fait que tu le dises, c'est que bien souvent, le conseil du médecin va dépendre de sa propre expérience. Exact. C'est-à-dire que si on parle en fait à un médecin qui lui-même, il est sportif, j'ai jamais entendu un médecin qui est sportif, qui va te dire en fait arrête. Exact. À la limite, il va te dire change de rythme. Voilà. Ou espace. Et bien souvent, des médecins qui n'ont jamais en fait le sport ou qui ne sont pas dans cette expérience-là, leur premier conseil, c'est souvent immédiatement, voilà, arrête ou ne fais plus jamais, autre chose. Et voilà, effectivement. Ça devrait pas. C'est ça. Donc, je l'ai pas écouté. C'est ça. Et je pense que le mouvement, il est thérapeutique. Il est thérapeutique. Exactement. Donc, en quoi, et je devine que du coup, le fait d'enseigner, de recommencer à enseigner, ça t'a également en fait aidé psychologiquement. Exactement. Ça, en fait, c'est surtout psychologiquement, beaucoup plus que physiquement, parce que le fait de transmettre, je vais pas dire le savoir, parce que un détail super important, c'est que je ne suis pas prof de danse. Souvent, on m'associe à ça parce que c'est normal. De l'extérieur, on dirait que c'est ça. Mais le mot professeur, il a une dimension académique qui n'est pas présente dans mes cours ou dans mes workshops. C'est plutôt un accompagnement. Donc, j'utilise souvent plus le terme coach que prof, parce que ce qu'on transmet, c'est pas forcément un savoir technique, mais on transmet une expérience qui permet aux femmes de se retrouver elles-mêmes. Et souvent, les coachs, c'est ça qu'ils font, c'est qu'on fait ressortir quelque chose qui est déjà là. Chez toi et c'est vrai que oui, bien sûr, ça nous aide psychologiquement parce que c'est une gratification, ça donne un sens à notre vie, ça fait que je pouvais vivre de ma passion, c'est-à-dire que je me réveillais le matin et ce que j'avais à faire, c'était des chorégraphies, des danses, des étirements, des stretching, des exercices qui me permettaient d'aller mieux et tout ça, c'est thérapeutique, c'est une thérapie en soi de travailler sur soi. Après, bien sûr, il y a des côtés très difficiles de la reconversion, mais ce côté-là, il prend le dessus et c'est très épanouissant. D'accord. Alors, est-ce que... En fait, on va dire que peut-être que la période dans laquelle, en fait, nous vivons en ce moment est particulièrement bénéfique pour des personnes, en fait, qui font de la danse. Exact. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment, en fait, très en train. Et aussi, où qu'on aille, en fait, dans le monde... Voilà, où qu'on est dans le monde, tu as des personnes qui font écho à ta pratique, en fait. Exact. Alors, les réseaux sociaux et ce qu'on vit actuellement, il y a plusieurs aspects. Je pense que je pourrais t'en parler pendant des heures. Alors, je vais essayer de me focaliser sur deux choses. La première, c'est les opportunités que ça permet d'ouvrir. Parce que quand j'ai commencé, ce qui m'a permis de créer une communauté, c'est justement Instagram. Donc, je pense que c'est une plateforme qui ouvre énormément d'opportunités pour tout le monde. Même si, au début, ça a été mon plus gros challenge. Pour moi, personnellement, d'utiliser Instagram pour travailler, parce que pour certaines personnes, c'est naturel de prendre des photos, de faire des vidéos, de les partager. Pour d'autres, comme c'est mon cas, ça ne l'est absolument pas. Partager ma vie ou me filmer moi-même, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début. C'est pas très naturel, en fait. C'est pas naturel, je préfère être discrète, je préfère ne pas être présente. Donc, j'avais ma meilleure amie à l'époque qui m'a coachée pour ça. C'est elle qui prenait les photos, c'est elle qui prenait les vidéos, c'est elle qui me disait ce que je devais faire. Et puis, l'autre
aspect des réseaux sociaux maintenant et pourquoi la danse, elle peut permettre de contrebalancer, entre guillemets, ça. C'est que maintenant, ça c'est le mauvais côté des réseaux sociaux, les femmes sont trop axées sur leur physique et Yes. sur les photos et sur ce à quoi elles ressemblent. Et elles sont en train de... Je ne sais pas si tu es en train de voir le boom de la chirurgie esthétique. Oui, oui, bien C'est de sûr. la folie parce que maintenant, qu'on le sache ou pas, que ce soit conscient ou pas, il y a des filtres et on a envie d'y ressembler de plus en plus parce que la réalité ne nous paraît pas assez belle. Et pourquoi ici la danse, elle permet de créer un équilibre parce qu'elle nous permet de faire la paix avec ce qu'on ressent et elle nous permet de se sentir bien en faisant quelque chose, pas en ressemblant à quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui m'entourent, de pratiquer une activité qui nous permette un petit peu de se détacher de toute cette focalisation sur les apparences et sur le physique qui est en train d'y avoir avec les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est seulement des opportunités parce que ça m'a permis de créer une super communauté et de commencer, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, c'est sur Instagram. Ok, super. Alors, dans ton expérience, c'est quoi en fait la connexion entre la danse et la gestion des émotions? Alors, dans mon expérience, et bon, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est universel. La danse, c'est un moyen de se défouler. C'est un moyen d'évacuer le stress. Même psychiquement, quand on danse, notre corps, il crée de l'endorphine et de la C'est ça. dopamine, qui sont les hormones du bonheur. Donc, même, il y a des personnes qui ne font pas spécialement de cours de danse, qui juste dansent sous la douche ou à la maison. Et la transformation de notre état psychologique entre avant et après la danse, il est indéniable. On peut pas le... Là, si on met de la musique, toi et moi, qu'on se lève et qu'on danse, notre humeur, elle va être change, c'est multipliée par ça. 3, C'est ça. enfin, notre bonne humeur. Et donc ça, c'est, mis à part les cours ou l'activité, c'est quelque chose de thérapeutique, encore une fois. D'accord. Ça change complètement tout notre état psychologique. Ok. Et est-ce qu'il y a un souci de perception en fait de la femme en tant que, par exemple, quand je te présente quelque part en disant, écoute, bon voilà, je suis coach de danse et autres. Est-ce que tu as vu un changement de perception? C'est-à-dire? Est-ce que c'est, en fait, on va dire qu'il y a certains métiers entre guillemets en fait qui sont challengés socialement. Est-ce que la danse en fait partie? Alors, à Tunis, c'est très bizarre, mais on penserait souvent que c'est le cas. Peut-être que je suis très bien entourée parce que j'ai pas encore eu affaire à ça. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas quand on dit, par exemple, si quelqu'un irait sur un plateau télé tunisien dire ouvertement on est danseuse, il y a quelques années peut-être. Mais D'accord. maintenant, et encore une fois, c'est l'un des aspects positifs des réseaux sociaux, c'est tellement en train de se généraliser, Oui, absolument. c'est tellement en train d'être accepté et de plus en plus être perçu comme un art, parce que c'est un art Absolument. et c'est magnifique. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, il y a 2 ans, dans l'une des séries ramadanesques sur une chaîne télévisée tunisienne, il y a eu une série où a joué l'une de mes danseuses préférées, qui s'appelle d'accord. Rahma Ben Issa, et qui a joué et qui a dansé. Et D'accord. ça, pour moi, c'était un moment vraiment... Un shift. Ça va être... dans l'histoire, je pense, when we will look back, ça sera un shift. Parce que c'est D'accord. le moment où la danse a fait son entrée sur la télé tunisienne D'accord. de manière tellement gracieuse et jolie que même s'il y a des blocages sociaux, ils vont être de moins en moins C'est ça, en forts et de moins en moins ancrés et ça va être de plus en plus accepté. Après, je pense qu'en fonction, bien sûr, des milieux sociaux, la perception doit être différente. Mais dans mon cas, il n'y a pas eu de changement de perception négatif, en tout cas. S'il y en a eu, c'était positif. D'accord. Et en fait, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis c'est la même observation. En fait, je pense que s'il y a, entre guillemets, des disciplines dans lesquelles les femmes jouissent quand même d'une bonne perception, surtout en fait aujourd'hui dans notre ère, c'est absolument en fait voilà, la danse quoi, parce La que danse. non seulement il y a une accessibilité au niveau en fait du contact humain, je vois également en fait pour beaucoup de parents qui ont parfois du mal à orienter leurs enfants dans une activité ou dans une autre, c'est beaucoup plus simple d'orienter voilà avec quelqu'un en fait qui enseigne la danse et puis qui amène également cette expérience là. Alors donc ma dernière question c'est comment est-ce que tu designes tes workshops? C'est-à-dire, comment est-ce que tu choisis un thème? Comment est-ce que tu vas
tu vas créer en fait le canevas pour pouvoir en fait tu me transmettre. Ok, alors déjà, juste le fait de choisir un thème, ça faisait partie du design initial. Parce que quand j'ai commencé, donc je faisais des workshops de danse, je vais dire classique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on apprend une chorégraphie et on s'échauffe, on apprend une chorégraphie. Et puis après, avec le temps, le concept de ce que je proposais a évolué. C'est pour ça que souvent, je dis que ce que je fais, c'est de l'événementiel. C'est pas des cours de danse. Ce que je fais, c'est créer des événements et créer une communauté. Oui. Et c'est très différent parce que c'est pas juste un cours de danse classique. C'est un événement qui est conçu pour que les femmes y viennent et qu'elles se sentent spéciales. À part le développement de la confiance en soi. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée des thèmes. Parce que moi, personnellement, j'adore les thèmes. Je suis capable d'aller à un festival ou à une soirée juste pour pouvoir m'habiller selon le thème, même si je vais rentrer avant minuit. Et donc, je me suis dit, je vais créer un événement auquel moi, j'aimerais participer. C'est-à-dire un workshop de danse où il y a des thèmes qui font que... donc là, les thèmes, par exemple, qu'on a fait, on a déjà fait les années 70, on a fait Coachella, on a fait les années 90, Afro. Et ça fait que les femmes se sentent spéciales avant même d'arriver parce qu'il y a un processus de préparation. Yeah. Tu peux mettre une tenue, tu peux rajouter des accessoires. En fait, tu sors de ton personnage, en fait. Exactement. Et ça, tout le monde en a besoin dans la vie de tous les jours, de sortir de ton personnage, de ta routine, même de ta garde-robe classique. Et donc, j'ai mis en place ces thèmes-là. Après, j'ai rajouté les accessoires que je ramène moi pour que les femmes n'aient pas la pression de trop devoir se déguiser. Donc, je ramène, des fois, c'est des face stickers, des fois, c'est des plumes qu'on met sur la tête, des fois, c'est des lettres de ton prénom. Et ça, c'est des petits détails qui font que ça devient un événement et que ça nous rapproche toutes, déjà, les unes des autres. Après, la musique, je la choisis en fonction du thème aussi, parfois. Maintenant, je prends aussi en compte les demandes des femmes parce que j'en reçois tellement. Elles me disent, on peut danser sur ça, on peut danser sur ça. Avant, j'en avais tellement que c'était ingérable. Maintenant, j'ai une liste d'attente. Ouais. Et j'essaye de prendre en compte un maximum les demandes. Des fois, on fait quelque chose d'afro, des fois de moderne, des fois plus hip-hop, plus commercial. Et puis après, on a rajouté différents éléments au workshop, dont la partie que j'appelle Freedom, à la fin. C'est-à-dire, on apprend la choré. Et we master it, et puis on la fait, puis on la filme. Et à la fin, il y a un moment où on va juste mettre de la musique et danser totalement librement, après que l'énergie, elle soit au maximum. Et c'est le moment principal, je pense. D'accord. C'est à la fin du workshop, il y a 20 minutes où les femmes sont complètement libres d'être tout ce qu'elles veulent être. Qu'elles puissent danser sans avoir de chorégraphie, sans avoir de conditions, sans avoir rien du tout. Et c'est très libérateur. D'accord. Pour tout le monde, de juste déjà se sentir dans un contexte, parce que ça, c'est le fondement des workshops, c'est la bienveillance. Pour développer la confiance en soi, c'est pas seulement la danse, c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement les mouvements, c'est le fait de se sentir en sécurité, dans un contexte où toutes les femmes sont là pour t'encourager, pour t'applaudir, pour te complimenter. Et ça fait que on se sent tellement safe. Du coup, il y a une émulation, en fait. Exactement. Et ça fait qu'on se détache de l'obstacle principal à la confiance en soi et à tout le reste, c'est la peur du jugement. Que ce soit la peur du jugement de l'autre ou la peur du jugement de soi en général. Et quand on se retrouve dans un contexte pareil, on est tellement libéré qu'à la fin, j'ai du mal à les faire rentrer chez elles. En général, elles ne veulent jamais rentrer. D'accord. Et combien ça dure un workshop? 2 heures. 2 heures. 2 heures. Et à chaque fois, je me dis que je vais rajouter un petit peu parce que à la fin, c'est 2 heures, oui. D'accord, merci encore. Alors, et où est-ce que les internautes peuvent te retrouver? Alors, tout se passe sur mon compte Instagram. Oui. Donc sur mon compte personnel, Rama Samari, qui est devenu professionnel maintenant et qui est public. Et c'est là que je partage toutes les informations par rapport au workshop et par rapport aux retraites, parce que ça, c'est le deuxième concept que j'ai inclus. Oui. Donc les retraites féminines, qui sont le fondement, la base est la même, c'est juste que c'est 2 jours et 1 nuit. Oui. Et c'est une évasion totale. Là, on se déplace, on va dans une maison d'hôtes, en bord de mer avec la piscine, et c'est le même concept mais un petit peu plus développé parce qu'on rajoute des ateliers créatifs, des soirées dansantes, des dîners, des petits déjeuners, on passe la nuit ensemble, il y a plus de proximité. Mais pour répondre à ta question, toutes les informations concernant ces événements, que ce soit les retraites ou les workshops,
c'est sur mon compte Instagram que je D'accord. les partage. Est-ce que tu fais également, pour le moment, des workshops aussi à l'étranger ou uniquement en Tunisie? Pour le moment, je suis Tunisie. à Tunis seulement. Oui. Dès que je serai à l'étranger, je te tiendrai au courant en premier. Ok, d'accord, parfait. Parfait, ça marche. De toute façon, ils pourront te contacter, Oui. puis bon, voilà, connecter. Encore Oui. une fois, vraiment merci, et puis ça fait vraiment plaisir, voilà, Merci d'avoir à une toi, réunion. Ariel. Merci Ok, à toi. merci.